De Mouloud Pharaoun, le fils du pauvre, chapitre 11, suite. Je me souviens qu'à un moment donné, ma tante devint subitement plus calme. Elle était, pour ainsi dire, prostrée. On ne l'attacha plus. Elle se plaçait dès le matin sur une petite banquette de pierre près de la porte et y passait la journée. Elle restait plongée dans une rêverie sans fin. Les gros poux qui pullulaient sur ses haillons se chauffaient au doux soleil d'hiver. Il ne fallait pas lui parler ou la toucher. Ma mère disait que c'était à cause de la pleine lune. Elle appréhendait le retour de la crise de fureur au dernier quartier et à la nouvelle lune. Quant aux voisines, elles prétendaient que des esprits étaient en train d'initier Khalti au secret des sorcières, que bientôt elle se mettrait à prédire l'avenir et qu'elle gagnerait alors de quoi nourrir largement la famille. Je dois avouer que mon père prêtait une oreille complaisante à ces suppositions, tant la vie était dure pour nous. Quant à ma mère, elle se révoltait à l'idée de tirer profit d'un tel malheur. Elle ne voulait pas qu'une fille d'Ahmad devînt sorcière. Plutôt la misère, plutôt la mort de la folle. Ce qu'elle voulut, ce fut que l'on conduisit sa sœur chez les marabouts, réputés dans des zaouïas, pour essayer de l'exorciser. Mais outre qu'elle ne croyait pas beaucoup en la puissance des cheikhs, il n'était pas facile pour mon père de voyager avec une telle folle. Il eût fallu de l'argent, une bête, des compagnons, suspendre son travail, laisser son champ et sa maison, accepter l'idée de risques imprévisibles et ne pas trop compter sur la guérison. Rassurés par la nouvelle attitude de Khalti devenue inoffensive, les Menrad reprirent peu à peu leur train de vie ordinaire. Au milieu de leurs occupations et de leurs soucis, il arrivait à mes parents d'oublier la folle et de ne songer à elle que lorsqu'ils la voyaient à la maison. Bientôt, ce ne fut plus qu'une bouche supplémentaire à nourrir. On perdit peu à peu l'espoir de la voir guérir, aussi bien que l'habitude de la surveiller. Il arrivait à Khalti de sortir seule, d'aller chez l'une ou l'autre des voisines. Ordinairement, elle ouvrait au hasard le portail d'une maison, se tenait sur le seuil et ne disait rien. Les femmes essayaient de lui parler sans aucun résultat. Lorsqu'elle lui offrait quelque chose, elle tendait la main avec indifférence, le regard toujours absent. Un soir, au retour des champs, Fatma, Baya et Ramdan ne trouvèrent pas Khalti à la maison. Titi, qui avait passé la journée dans la cour avec la petite Zazou sur le dos, vit sortir sa tante quelques instants après ses parents, et moi-même j'essayais de l'arrêter lorsqu'elle passa devant l'école vers 10 heures. « Laisse-moi voir ma sœur, m'avait-elle dit. Ma mère eut des larmes aux yeux en entendant mon témoignage. C'était la première fois que Khalti parlait de la morte. Était-ce un signe de guérison ? Comme le cimetière se trouve à une certaine distance de l'école, mon père m'y dépêcha avec Titi dans l'espoir de trouver ma tante sur la tombe de Nana. Ma mère en était convaincue. Pourtant, il n'y avait personne au cimetière. On décida de visiter le quartier, rien non plus. Après 1 heure de recherche, mon père apprit d'un berger que Khalti s'en était allé à Amalou. Amalou est le champ d'oliviers et de figuiers laissé par Ahmed à ses 3 filles. C'est une petite parcelle située au creux d'une profonde vallée, parcourue par un torrent capricieux, au lit tourmenté, rocailleux et étroit. Un petit sentier bordé de ronces et de lentisques court en zigzagant du village à Amalou. Il faut 1 demi-heure pour le descendre, mais plus d'1 heure pour le remonter. On était au mois de mars. Il faisait presque nuit. Mon père, fatigué par une journée de labour, n'avait pas le courage de descendre jusqu'à Amalou pour ramener la folle. D'ailleurs, elle était bien douce à présent. On pouvait imaginer qu'elle passerait la nuit dans la petite hutte couverte de chaume qui se trouve à un angle de la propriété et dans laquelle les filles d'Ahmad avaient l'habitude d'emmagasiner quelques bottes de fourrage avant de les vendre.
Comme Khalti connaissait le moindre coin de la parcelle, ma mère elle-même déclara que sa sœur irait instinctivement se coucher dans la chaumière. D'ailleurs, une nuit à la belle étoile dans les hautes herbes rafraîchirait peut-être les idées de la folle. Est-ce que les ennuis allaient revenir? Il y avait un peu de mauvaise humeur et de lassitude dans la maison. Bref, on ne s'inquiéta pas outre mesure.